Non, bah déjà, je suis hyper surpris que qu'on ait face à des gens qui connaissent le social listening parce que même si ça fait des dizaines d'années que ça existe, c'est toujours une niche, c'est toujours une toute petite partie de la communication et du marketing. Donc, hyper intéressé. N'hésitez vraiment pas à m'interrompre si vous avez la moindre question. L'idée, c'est vraiment qu'on prenne une demi-heure, 40 minutes pour discuter, pour échanger. Donc voilà. Peut-être pour me présenter très rapidement. Donc moi, je m'appelle Antoine Catherine. Avant d'être à mon compte, j'étais numéro un de la cellule data et analyse numérique de l'Élysée. Donc, c'est les photos que vous voyez là. En gros, je faisais exactement ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire de l'analyse de conversations et de données issues d'Internet et des réseaux sociaux pour mieux comprendre l'opinion, mieux détecter des signaux faibles. En fait, l'historique, c'est de se dire, il y a eu il y a eu plein de grosses crises, mais il y a notamment eu la crise des Gilets jaunes où on s'est rendu compte que finalement c'était des signaux qu'on arrivait mal à capter, toutes ces conversations, toute cette mobilisation qui a eu lieu en ligne. Et, euh, et donc la présidence de la République s'est équipée d'une cellule et d'outils qui permettaient de répondre à ça. C'est dans ce cadre que j'ai commencé, on va dire, à travailler dans le secteur. Et depuis, aujourd'hui, je suis à mon compte, donc j'ai créé un cabinet de conseil qui est spécialisé sur le sujet, et notamment, je suis Super Malter 3, comme peut-être certains d'entre vous ici. Donc pareil aussi, si vous avez des questions au-delà de l'aspect technique sur Malte avec le social listening, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc là, vous pouvez le voir très rapidement, mais en gros, le social listening, aujourd'hui, c'est surtout un sujet qui intéresse les grands comptes pour plusieurs raisons. Et des grands comptes, d'ailleurs, il y en a beaucoup sur Malte, mais pour plusieurs raisons. C'est une technologie et des technologies qui peuvent coûter cher parce qu'il y a des coûts incompressibles. Il y a des coûts incompressibles outils, il y a des coûts incompressibles d'accès à la donnée. C'est-à-dire que pour extraire des données de recherche Google, de conversations sur X, sur LinkedIn, etc., vous avez besoin de payer les plateformes ou de payer des outils qui permettent de récupérer cette donnée-là. Donc du coup, ça élimine de fait certaines petites organisations. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, qui dit social listening dit analyse de données réseaux sociaux. Et je sais pas vous dans le chat, mais à votre avis, il y a combien d'impressions, donc combien de vues sur les publications qui mentionnent le président de la République en une semaine? Je ne sais pas si quelqu'un veut essayer de deviner. Je sais pas si vous... En gros, en 7 jours, combien est-ce que l'ensemble des publications, donc là j'en vois qui répondent 1 million, 100 000, alors c'est beaucoup plus, vraiment beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que 3 millions, Margot, voilà, c'est plutôt ce que vient de dire Frédéric. En gros, il y a à peu près entre 1,5 et 3 milliards de vues par semaine sur les publications qui parlent du président de la République. Je dis pas que ce sera la même chose sur n'importe quelle marque, mais l'idée c'est de se dire que là on traite vraiment sur de la big data. C'est impossible d'avoir un humain qui va scroller manuellement l'ensemble des conversations. On émet tous des informations, et un peu comme ce que vous voyez sur cette slide là, il y a 97% des informations qui ne sont pas visibles. Donc pour rentrer vraiment concrètement dans le sujet, en gros il y a 3 types de données dans la social data. Il y a les données visibles. Les données visibles, globalement, c'est ce que vous connaissez vous. C'est les likes, c'est les commentaires, c'est les partages. Bref, c'est tout ce qui va être accessible à un humain à partir du moment où il va où il va scroller manuellement, où il va analyser manuellement un compte. Le problème de ces données, donc ces données-là, elles sont hyper importantes, hein. Forcément, un bad buzz, ça part d'une conversation qui a mal tourné ou d'une communication maladroite de la part d'une entreprise. Donc c'est hyper important d'utiliser ça pour du réactif, etc. Par contre, ça pose plein de problèmes. Le problème numéro un de se restreindre uniquement à ces données-là, c'est que il y a un biais, c'est le biais du déclaratif. Je prends l'exemple de ce tweet. John, il nous dit qu'il ressort du Leroy Merlin où il a dû attendre 2 mois pour recevoir sa cuisine. Bon, John, on sait pas qui c'est, on sait pas s'il existe vraiment. On n'a aucune autre information que ce tweet-là. Il n'y a pas de prise en compte ce qu'on va appeler les interactions invisibles. C'est-à-dire, moi, je prends mon exemple personnel. Moi, j'adore la Formule 1.
Pourtant, à aucun moment dans ma vie, je vais faire un tweet qui dit j'aime la Formule 1. En revanche, quand je suis tout seul, oui, John manque de patience concrètement, je suis assez d'accord. Mais du coup, concrètement, ce qui va se passer, c'est que moi, quand je suis tout seul chez moi, je vais un peu scroller un peu plus lentement sur du contenu lié à Lewis Hamilton ou lié à Ferrari, et donc je vais donner une information à une plateforme, mais cette information-là, vous n'avez pas accès directement à cette chose-là. Ce qui fait qu'il va y avoir une surreprésentation des données déclaratives dans les analyses, dans la majorité des analyses du marché, et alors que pourtant il existe d'autres techniques que dont je vais vous présenter quelques slides plus loin. Le deuxième biais là-dessus, c'est la navigation sur le web et en tout cas les cookies. Vous pouvez avoir des données sur votre site internet, si vous avez la chance d'avoir un site internet, une boutique e-commerce ou quoi que ce soit. Vous avez des données sur vos consommateurs ou les comportements de vos prospects sur votre site. Par contre, vous n'avez aucune autre donnée sur les visites de sites dont vous n'êtes pas propriétaire. Si je travaille chez Chanel, j'ai pas de données sur le site de Dior, par exemple. Et en plus, il y a une grosse tendance cookieless, donc ça devient de plus en plus compliqué de récupérer des données sur d'autres sites internet. Là où, et on va le voir plus tard, il y a des manières, grâce à la social data, d'accéder à ce type d'informations de manière anonymisée et agrégée. Et enfin, troisième point, donc ça, si vous connaissez tous le social listening, honnêtement, je pense que vous avez été confronté à ce problème, c'est le problème d'exhaustivité. Aujourd'hui, une étude, une étude social listening ou une entreprise qui va dire oui, je fais du social listening, globalement, 9 fois sur 10, ça fait une veille de Twitter, enfin une veille de X. Parce que c'est historique, parce que historiquement, il y a toujours une surreprésentation de Twitter, parce que l'API était plus facilement accessible, parce que c'est instantané, etc. Et c'est plus facile de récupérer les données, historiquement. Mais bon, je pense qu'on peut être d'accord, n'hésitez pas à me contredire si c'est pas le cas, mais pour se dire que c'est une couverture qui est complètement incomplète. Alors oui, il y a des outils qui font du Facebook, du LinkedIn, du TikTok, etc. On va y revenir plus tard. Mais la plupart du temps, malheureusement, lorsqu'on va regarder un corpus, on se rend compte que l'agence ou le cabinet de conseil ou l'annonceur va se baser exclusivement sur des données X ou des données récupérables facilement. Donc une fois qu'on connaît un peu les limites, on va dire, des données visibles, l'idée c'est d'aller chercher et de vous apprendre à aller chercher deux autres types de données. Ces deux autres types de données, elles sont accessibles via des petits bouts de code, via un peu d'astuces, un peu de réflexion et de malinerie, si je puis dire ça comme ça. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs en français, mais en gros, c'est des données qui sont hyper complémentaires et qui permettent vraiment d'aller beaucoup plus loin. Donc je vous encourage à écouter ce que je vais dire et après à vous renseigner ou m'envoyer des MP si je peux vous aider sur le sujet. Mais le premier type de données qui est intéressant, c'est les données relationnelles. Donc qu'est-ce que ça veut dire les données relationnelles? Là, vous avez deux cartographies de communautés entre les écosystèmes numériques de Leroy Merlin et de Mano Mano. Donc vous avez deux concurrents en frontal. Comment ça fonctionne? Concrètement, là, c'est deux cartographies. Déjà, est-ce que vous avez déjà vu ce type de graphe? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Jamais? Du tout? Bah, je vais vous expliquer alors. En fait, ce type de graphe, c'est une représentation. Frédéric, donc elle l'a déjà vu, je sais pas dans quel contexte. Peut-être tu en réalises toi-même de ton côté. Mais en gros, ce type de graphe, pour l'expliquer très simplement, pour le vulgariser, chez Kantar, très bien. Mais du coup, pour le vulgariser vraiment très simplement, en fait, vous allez représenter sous forme de nœuds, donc de points, des personnes. Donc deux personnes vont se retrouver sur ce graphique à partir du moment où elles follow le compte de Leroy Merlin. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez représenter par des liens ce qui lie deux personnes. Donc si une personne est abonnée à une autre personne, on va représenter sous forme de lien une connexion. Et on va utiliser d'autres algorithmes dont je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui parce que c'est pas le sujet, mais des algorithmes qui vont spatialiser un peu la manière d'aimant les nœuds entre eux. Ce qui veut dire que des liens qui ont des personnes qui ont beaucoup de liens entre eux vont se rapprocher algorithmiquement et vont être coloriés, si je puis dire, de la même manière, tandis que les liens qui ont peu de liens vont être plus en périphérie, etc. Ce qui fait qu'à la fin, vous représentez d'une façon très graphique et surtout d'une façon sociale des personnes selon leur affinité, selon leurs abonnements, leur centre d'intérêt, etc. Et on se rend compte que sur Leroy Merlin,
On va avoir une grosse sphère B2B qui est complètement absente de ManoMano, c'est la sphère en haut. Et lorsqu'on zoome un peu, par exemple, sur une sphère, vous avez vraiment le nom des comptes. Là, on se rend compte qu'il y a une grosse sphère, voilà, ou de suite pour les fans de social listening. Vous avez des institutionnels, vous avez des personnalités publiques comme Mounir Majoubi ou des institutions comme la CCI de Lille. Et derrière vous, ça vous permet d'aller faire des liens et de regarder comment est-ce qu'on peut activer une communauté ou comment est-ce qu'on peut réactiver une communauté. Je vous prends l'exemple de ManoMano à droite. On voit que le lien, d'ailleurs, qui peut essayer de deviner pour le compte de ManoMano, qui sont les comptes qui sont à mi-chemin entre la sphère tech et la sphère brico-déco. Est-ce que quelqu'un a une... Bonjour Gardine. Est-ce que quelqu'un peut avoir une idée de quels comptes peuvent être à la fois considérés comme des comptes tech et faire le lien entre la sphère tech et brico-déco? Est-ce que quelqu'un a une idée? Quelqu'un a envie de tenter? Bon, pas de, pas de succès sur celui-là. Mais en gros, typiquement, j'attends 2 secondes, mais typiquement, on peut voir qu'en fait, entre ces deux comptes, on va avoir des comptes qui sont des comptes du type domoblog.fr, la tech du BTP, Domo Geek, etc., qui sont des comptes autour de la domotique, maison et domotique, le fil immobilier, vous pouvez les voir ici. Je vais pas zoomer, mais vous les voyez en petit ici. Et en fait, ce que ça vous dit là, c'est une recommandation hyper concrète, c'est de se dire, si aujourd'hui ManoMano a pour objectif de se rapprocher des sphères tech tout en ne perdant pas ses comptes centrales, en fait, toutes les comptes liés à la domotique vont permettre de faire le lien, ce qu'on appelle des ponts d'influence en social data, et sont derrière hyper intéressants à aller activer derrière. Voilà. Je vous passe les détails, mais en gros, ça, typiquement, ce type de sujet, à quoi ça sert? Ça sert à détecter les bons influenceurs au-delà des métriques classiques d'engagement, d'abonnement, etc. Ça va vous chercher aussi lorsqu'il y a une crise, à bien isoler les communautés qui s'expriment autour d'un sujet. Moi, je vous ai dit avant, je travaille en politique et typiquement, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose si on a une sphère qui est complètement éloignée. Typiquement, cette sphère bleue ici, sur ManoMano, si supposons qu'elle représente 90% des publications, ça ne veut pas forcément dire qu'on a une crise, parce qu'en fait, ça veut dire que les conversations sont hyper isolées et touchent pas le grand public, ou en tout cas l'écosystème de clients de ManoMano. C'est vraiment une polémique qui va être en dehors de ça. Et du coup, bah, c'est assez intéressant parce que ça permet d'aller au-delà du simple déclaratif. Là, c'est vraiment les liens qui relient certaines personnes. Et une fois qu'on a dit ça, il y a encore autre chose qui peut être, qui sont bah, typiquement mes données qui sont les plus intéressantes, c'est ce qu'on appelle les données invisibles. Donc ces données invisibles-là, en gros, on peut les récupérer partout. Là, je vais juste me concentrer pour simplifier la chose sur Meta. Mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire? On se rend compte qu'en fait, sur Meta, on va être capable de récolter des informations selon 3 typologies de sources d'audience. Il y a des gens sur lesquels vous avez déjà des données. Typiquement, si vous avez une base de mail ou une base de numéros de téléphone de clients, ou si vous avez des pixels de tracking sur votre site internet, vous allez être capable de matcher avec un taux de matching qui va dépendre des régions, de la qualité de votre base de données, mais on va dire en moyenne de 70%, de matcher chez... Oui, bien sûr, je vous enverrai, Gardine, le PowerPoint ou Malte vous l'enverra directement. Mais en gros, vous allez pouvoir en fait matcher cette audience avec des bases qui sont existantes sur Meta. Donc typiquement, si vous avez 1 million ou 100 000 adresses mail de gens dont vous savez qu'ils ont acheté votre dernier produit, Meta va reconnaître 700 000 personnes à travers et va vous donner des informations sur ces 700 000 personnes. Mais de la même manière, si vous n'avez pas de données du tout, donc si vous êtes dans une logique beaucoup plus exploratoire, je reprends l'exemple de Meta, il y a 250 000 centres d'intérêt dans le gestionnaire Meta Ads. Donc, ce que j'appelle gestionnaire Meta Ads, c'est, vous savez, quand vous faites une pub Facebook, vous pouvez cibler par centre d'intérêt, et là, vous avez plein de listes. Vous avez des centres d'intérêt type, est-ce qu'il est sensible à l'écologie? Vous avez des centres d'intérêt par marque, est-ce qu'il est sensible à Danone ou à Chanel? Vous avez des données un peu plus sociodémographiques, est-ce qu'il habite à Paris, est-ce qu'il a déménagé récemment, etc. Bref, vous allez être capable de créer des personas à 250 000 centres d'intérêt, donc ce qui va beaucoup plus loin que la majorité
la majorité des panels, on va dire, traditionnels. Et ça, vous allez être capable de le faire sur des personnes sur lesquelles vous n'avez pas de données. Concrètement, à quoi ça sert? Un exemple hyper concret. Hop, pardon. Un exemple hyper concret. Je vais prendre cet exemple-là. Mais c'est de se dire, aujourd'hui, vous avez, vous lancez une marque de parfum. Voilà. Ou vous souhaitez rajeunir une marque de parfum. Vous allez regarder quels sont les centres d'intérêt des jeunes parmi votre audience existante à l'intérieur, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, pour cette marque de parfum, il y a une surreprésentation d'intérêt pour l'écologie, mais pas pour tous les sujets écologiques, vraiment sur l'aspect plastique et packaging. Donc, pour votre équipe produit, ça va être intéressant d'aller confronter ça, d'aller faire du test, d'aller peut-être un peu changer la composition du packaging, etc. Ou un autre point, de se dire, tiens, aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous êtes une marque automobile et vous faites des publicités où vous mettez en valeur, je sais pas, quelqu'un qui va sillonner une route de manière très seule, alors que vous vous rendez compte, grâce à l'analyse des données invisibles, qu'en fait, c'est pas du tout votre audience. Votre audience, elle est beaucoup plus sensible aux enjeux de la famille, aux enjeux du vivre ensemble, aux enjeux de partager des moments. Et du coup, vous faites une autre type de publicité avec la voiture arrêtée, le conducteur avec toute sa famille à côté. Et peut-être que derrière, vous allez pouvoir avoir des évolutions sur le taux de clic. Donc même si moi je fais pas de media buying, hein, je laisse ça à d'autres. Je vais pas donner de recommandations sur les critères de ciblage euh, pour les plateformes. Par contre, sur les choix créa, ça peut vous donner beaucoup d'informations. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions à ce stade. Je vais avancer du coup. Il y a Céline qui est en train de taper. Mais en gros, concrètement, à quoi ça sert? Moi, je vais vous donner trois cas d'usage que je segmente par cible, hein, tout simplement. À la fin, je suis indépendant c'est pour les entreprises en sécurité. Alors, je suis pas sûr d'avoir compris Gardine, mais concrètement, c'est pour tout type d'entreprise qui ont des enjeux de mieux connaître le client ou qui ont des enjeux de réputation en ligne. Et du coup, à qui ça peut s'adapter ce type de méthodo? Moi, j'ai noté trois types de personas. Il y a le persona des directeurs de la communication. Donc là, je vous ai mis trois exemples hyper concrets. La Poste, voilà, la Poste investit des dizaines je vais répondre à votre point après, Frédéric, sur la directive européenne. Mais la Poste investit beaucoup d'argent, par exemple, pour faire des salons et veut mieux connaître le retombées de son salon. Bon, on va être capable de lui dire après Vivatech de quoi parlent les gens sur TikTok, sur Insta, sur X, etc. Et de vraiment calculer le ROI de ce type d'investissement. Un autre sujet, ça c'est une étude publique qui est gratuite, que vous pouvez télécharger autour du GP Explorer, qui est un événement, un des plus grands événements organisés par des streamers, notamment portés par Squeezie. Et on avait fait une étude sur le sujet, et on se rendait compte qu'en fait, lorsqu'on regardait le métier des internautes qui s'intéressaient autour du GP Explorer, des centres d'intérêt, euh, en fait, les gens qui s'expriment là-dessus vont être au-delà des simples fans de sport mécanique. Donc c'était hyper important pour le partenaire de l'événement qui était le Grand Prix des 24 heures du Mans d'aller toucher cette nouvelle cible. Et du coup, on pouvait justifier auprès des organisateurs que oui, en effet, le Grand Prix avait touché au-delà de ces sphères classiques et au-delà des sphères de sport auto et avait vraiment pu toucher les communautés des streamers et des influenceurs qui avaient participé, du Joyka, du Villebrequin, du Squeezie, etc. Un autre point, et après je reviendrai à la question de Frédéric, c'est dans votre communication à vous. Typiquement, là, vous avez un exemple pour Central Supélec, mais vous allez être capable de dire, tiens, ce type de publication sont au centre du graphique, donc touche des gens qui sont très habitués à commenter et à liker nos posts. Donc ce type de publication autour des concours, du cursus ingénieur ou des alumni, ça c'est pour toucher notre fanbase. Mais à contrario, pour aller faire de la conquête, pour gagner des nouveaux followers et pour toucher un public plus large, en fait, on se rend compte que typiquement les publications autour de la recherche, autour de l'école citoyenne ou autour des associations, sont des sujets qui permettent d'aller un cran plus loin. Et donc ça, c'était hyper intéressant pour le client parce que derrière, ça lui permet d'optimiser sa stratégie édito, ses choix d'influenceurs, ou même ses personas clients. Pour répondre à la question, Frédéric, sur les directives européennes,
Bien sûr, il y a des limites. Je serais ravi d'en discuter peut-être à la fin ouais, à la fin si on a un peu plus de temps. Mais en gros, concrètement, toutes les données qu'on traite ici sont 100% RGPD, évidemment. Elles sont toutes anonymisées, elles sont toutes agrégées, donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Et je vous parle d'expérience parce que je travaillais avant, je pense, dans un des environnements qui était le plus réglementé possible. Donc il n'y a pas de sujet là-dessus. On travaille avec une trentaine de grands groupes également qui ont tous des politiques très strictes sur ces points-là. Les limites, elles vont plus se porter sur les réseaux. Il y a des réseaux qui sont plus faciles à accéder que d'autres en termes de données. Je pense notamment à LinkedIn, TikTok, qui ont historiquement toujours été compliqués à aller chercher, qui aujourd'hui le sont beaucoup moins. Mais si on prend Snapchat, par exemple, en effet, il va y avoir des grosses limites d'accès aux données de par définition même du réseau en question. Il y a aussi des marchés qui sont plus compliqués à aller chercher. Je pense à la Russie en ce moment, évidemment à la Corée du Nord et d'une certaine manière la Chine, même si en Chine il y a d'autres réseaux sociaux et d'autres outils qui sont très bons qui permettent d'aller chercher ça. Mais voilà, n'hésitez pas hein, si vous avez d'autres questions. Une autre direction qui va être très intéressée par ce type d'analyse, évidemment, c'est la direction marketing. Je vous reprends l'exemple de mano à mano, mais vous allez être capable de dire à l'échelle d'un pays, d'un marché, d'une ville, qui sont vos consommateurs, notamment sur les consommateurs existants, mais aussi sur les prospects, c'est-à-dire ceux qui portent un intérêt pour votre marque, mais qui ne sont pas encore passés à l'achat. Et vous allez être capable de dire voilà où ils sont, donc ça va être très important pour votre stratégie d'affichage, par exemple, et qu'est-ce qui les intéresse dans la vie. Est-ce qu'ils sont minimalistes? Est-ce qu'ils sont créatifs? Est-ce qu'ils sont sensibles à la gestion des déchets, aux politiques énergétiques? Quelles sont leurs autres données? Et en fait, si vous le faites pas dans votre marque, moi je peux vous assurer d'un truc, c'est que les autres le font. Parce que aujourd'hui, c'est des données qui sont assez facilement accessibles. Et il est vrai qu'en France, on a, je trouve, un retard par rapport au UK, US sur ces points-là, sur ces données qu'on appelle d'audience intelligence, mais de moins en moins. Donc concrètement, tout le monde le fait. Alors je prends juste la question d'Ofei, j'espère que je prononce bien. Comment évaluer la pertinence de l'analyse avec un pourcentage relativement important de données qui ne peuvent pas être appréhendées? Très bonne question. On est là sur un panel qui est quand même le plus grand panel du monde. C'est-à-dire qu'une étude d'opinion type Ipsos-Kantar, on parlait de Kantar tout à l'heure, vous allez être sur un 1000 ou sur un 10 000, c'est-à-dire 1000 ou 10 000 personnes représentatives de la société française. Sur cette étude mano mano, vous êtes sur 1,8 million de personnes. 1,8 million de personnes qui, chaque jour, laissent des dizaines de milliers de données de connectivité, de centres d'intérêt, de scroll, etc. chaque jour à la plateforme, ce qui fait qu'il les connaît de mieux en mieux. Donc j'ai envie de dire, oui, bien sûr, c'est pas une solution miracle à tout, mais c'est nettement supérieur. Et je pense que les géants du marché l'ont bien compris. De plus en plus chez les bureaux d'études ou les cabinets de conseil, il y a des cellules internes qui se montent, et notamment chez les annonceurs. Et après, il y a l'émergence de nouveaux acteurs un peu comme nous, comme peut-être d'autres freelances sur Malte. Mais là, on est vraiment sur des panels qui sont non seulement beaucoup plus conséquents, entre 1000 à 100 000 fois plus gros, et surtout plus complets. Là, on ne pose pas des questions aux gens, on comprend profondément ce qui les intéresse quand personne ne les regarde. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus fort. Un autre, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, au FEI, ou au FEI, je ne sais pas. Eric, sait-on mesurer le moral des citoyens sur une cause? Par exemple, est-ce que les citoyens russes supportent mieux la guerre aujourd'hui qu'hier, par exemple? Oui, oui et non. Je fais là encore une fois une réponse un peu plus large, mais oui, on peut utiliser tout un tas de techniques, notamment des algorithmes de sentiment analysis, d'analyse de sentiments, pour regarder ce que pensent les gens d'un sujet et quelle est leur opinion, quel est leur sentiment profond par rapport à une cause. Se pose quand même, notamment sur cette question-là, qui est très précise sur la Russie, se pose quand même les questions de manipulation de l'information. Aujourd'hui, c'est un sujet qui remonte de plus en plus. Il y a des élections même qui ont été annulées, si je dis pas n'importe quoi, en Roumanie, à cause de TikTok. Il y a eu de nombreuses preuves d'ingérence sur le sujet, d'où la nécessité d'avoir, l'État qui prend de plus en plus la mesure de ces sujets avec la création de Viginum, avec l'émergence de cellules de détection, ce qu'on appelle d'astroturfing, qui sont des manipulations numériques. Mais
Mais oui, les réseaux sociaux, c'est pas c'est pas exhaustif. C'est pas l'opinion des gens. Je vais jamais vous dire je connais l'opinion des gens. Par contre, c'est un vrai reflet de l'activité d'une grande partie de la population. Là, je vous parle par exemple euh, de panels qui représentent à peu près 70% de la population active, mais même sur des populations qui sont un peu dures à aller chercher en panel traditionnel, je pense aux jeunes ou je pense même aux personnes très âgées, mais généralement, je sais pas vous, mais moi sur mon téléphone, j'ai une conversation avec ma grand-mère qui a 80 ans et qui utilise WhatsApp. Et le fait qu'elle ait WhatsApp, bah, WhatsApp va agir en tant que donnée de connectique et toute son activité sur des sites web qui ont le pixel Facebook va être analysée et va derrière permettre d'avoir de l'information sur ma grand-mère qui pourtant, elle, est très loin d'aller répondre à du panel traditionnel ou même à s'exprimer sur Internet. Donc on a quand même des données sur des gens qui sont 65 plus ou 24 moins, je veux dire, qui sont plutôt durs à aller chercher. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Sinon, pour avancer, il y a aussi typiquement toute la partie stratégie, la partie CEO. Moi, je vous ai mis trois exemples qui me semblaient intéressantes, mais il y a des réseaux. Là, je vous ai pris l'exemple des crypto-monnaies, qui est un sujet qui, moi, à titre personnel, m'intéresse beaucoup. Mais on est capable d'aller regarder sur une sphère, sur une conversation, si la conversation est authentique, si les comptes qui parlent, donc là en l'occurrence c'était une crypto-monnaie qui s'appelait Elrond, il y avait eu un très fort intérêt sur le sujet en 2022, et d'aller regarder quels sont qui s'intéressent à ce sujet. Est-ce que c'est des gens qui s'intéressent aux cryptos d'habitude ou est-ce que c'est plus large? Est-ce que c'est des investisseurs, on va dire, plus traditionnels? Quels sont les métiers de ces gens-là? Est-ce qu'ils ont un gros pouvoir d'achat? Est-ce qu'ils parlent en bien ou en mal du sujet? Bref, ça c'est des informations, on va dire, qui intéressent plus des directions de la stratégie. Mais ça, typiquement, je vous encourage beaucoup à creuser le sujet si ça vous intéresse. Mais c'est vraiment passionnant. Et il y a l'outil que vous voyez là qui permet de faire ce type de graphique. C'est des outils qui sont disponibles en open source. Avec plaisir pour vous les donner en fin de webinaire. Mais voilà. Autre point pour avancer, sur de la direction type Decathlon, être capable d'aller faire un overview de l'ensemble de leur écosystème numérique, ou pour l'État, d'aller faire des notes d'information sur des sujets pour remonter aux décideurs de l'État, qu'est-ce qui intéresse les Français, à la fois en presse, en médias, le comparer à d'autres sujets, remonter des signaux faibles, analyser les forces en présence numérique. Voilà. Écoutez, c'était une overview assez rapide hein, finalement. Moi, ce que je suis vraiment, là où je suis vraiment intéressé, c'est de discuter avec vous, peut-être de répondre à des questions, qu'elles soient techniques ou même tout simplement entrepreneuriales pour ceux qui essaieraient de se lancer en freelance sur le sujet. C'est avec plaisir si on peut vous aider, ou même Céline, si tu as des questions, avec plaisir pour y répondre. Merci beaucoup Antoine pour ta présentation, c'était très clair. Moi, j'ai pas de questions, mais je vais voir si dans le chat il y en a. N'hésitez pas, on a du temps devant nous, donc vous pouvez tout à fait interagir. Et en attendant, je vais vous partager un lien. Quels sont les outils que vous utilisez pour collecter et analyser ces données? Alors, des outils, j'en utilise plus de 200, pour être franc. Mais concrètement, les outils qui sont les plus utiles, ça va être des outils qu'on va appeler de social listening. Donc ça, c'est des outils payants. Je vais en citer quelques-uns, mais il y a Meltwater, VisiBrain, Radarly, le Talkwalker, des outils de search aussi comme Trajan, des outils d'audience, des outils de panels digitaux. Il y a d'autres outils, notamment sur la partie DataVis. Vous pouvez utiliser des outils en open source comme Gephi, des outils de création de dashboards interactifs comme Bolt ou Lovable. Voilà. Et je vous conseille, après, si vous souhaitez mettre un peu les mains dans le cambouis, quand même de garder un lien avec une partie code pour des analyses de sentiments. Alors aujourd'hui, c'est assez accessible grâce au LLM, grâce à ChatGPT, en d'autres mots. Mais voilà. Sinon, il y a ce qu'on appelle des one-time tools. Typiquement, j'ai un outil qui est spécialisé dans l'analyse politique sur TikTok. Voilà. Ça sert rarement, mais ça peut servir et j'en ai une centaine comme ça que je vais piocher en fonction des problématiques des clients. J'espère que ça a répondu à votre question, Margot.
Merci Antoine. Peut-être pour faire le lien avec, le freelancing, quand des clients, te contactent, justement pour ces besoins en général, enfin si tu as le droit de le partager, c'est quoi leur problématique en la plupart du temps? C'est peut-être pas toujours Bah, les mêmes. t'as vraiment, en fait, je veux dire que t'en as trois. T'as la partie veille, tu vois, t'as la partie réputation. En gros, le DIRCOM qui sait qu'il peut se faire virer si jamais il détecte pas un signal faible, concrètement. Si, si la personne qui travaille chez Saint-Laurent détecte pas qu'il y a un bad buzz qui est en train de monter et que ça fait baisser le cours de l'action ou quoi que ce soit, bah, c'est grave. Et du coup, on met en place des systèmes de veille automatisés 24/24, 7/7 pour être sûr de ne pas passer à côté des signaux forts et des signaux faibles. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est tout ce qui va tourner autour des études. Donc là, il y a deux types d'études. Il y a des études marketing, un peu comme ce que j'ai présenté, mieux comprendre son client, mieux adapter ses visuels, préparer sa prochaine campagne. Et il y a des études beaucoup plus communication. Bah, quel influenceur je vais prendre, quel mot je vais utiliser, quel wording, etc., etc. Et enfin, dernier point, bah, il y a des gens qui souhaitent tout simplement de la régie, hein. La problématique la plus commune, c'est j'ai un outil de social listening en interne dans mon entreprise, mais il est sous-exploité. Ça, c'est vraiment le sujet numéro un. Concrètement, allez, tout le monde, enfin tous les grands groupes ont un outil de social listening, c'est juste qu'il est utilisé à 10 à 15% de son potentiel, parfois 40, 50% dans les plus grosses boîtes. Mais, euh, mais voilà, et alors il y a des choses, il faut vraiment quelqu'un en interne ou en externe, mais qui va pouvoir utiliser l'outil et l'exploiter comme n'importe quel outil finalement. Voilà. Et j'ai même envie de dire pour ceux qui nous écoutent, honnêtement, il y a enfin, il y a peut-être de la compétition, j'en sais rien, mais c'est quelque chose que nous on voit pas trop parce que bah, le marché est énorme en fait, hein. C'est n'importe quel type de directeur de la communication, du marketing. On est plus dans une logique de marché à évangéliser que de compétition. Donc, euh, donc voilà. Quelles sont les capacités nécessaires pour faire ce type de travail? Est-ce une fonction générique ou y a-t-il des spécialités? Oui, il peut y avoir des spécialités. Il y en a qui vont plus se spécialiser sur la partie réputation slash veille et d'autres plus sur la partie études. Honnêtement, les capacités nécessaires pour faire ce type de travail, c'est d'être bosseur, d'être hyper... Oula, je suis en batterie faible. Pardon, je vais juste me mettre en... Parce qu'en fait, il n'y a pas de batterie dans cet endroit-là. Mais en gros, pour faire très simple, je vous conseille de toujours être à l'affût en R&D des nouveaux outils, des nouvelles plateformes, parce qu'il y en a tout le temps des nouvelles. Voilà, et même des nouvelles plateformes, des nouveaux réseaux sociaux qui sortent. Là, il y a l'émergence de nouvelles plateformes comme Blue Sky, par exemple. Bah, c'est hyper important de rester à la page pour bien comprendre les codes de cette plateforme, bien se renseigner sur l'API, les outils qui permettent d'aller détecter de l'information là-dessus. Donc voilà. Quel est mon background et qu'est-ce qui m'a poussé à me tourner vers le social listening? Moi, j'ai fait une prépa Ingé, Maths Sup, Maths P. Après, j'ai rejoint une école de commerce, j'ai fait les DEC à Lille. Et, euh, il y avait un cours qui m'avait beaucoup intéressé, c'était le cours sur Gephi, qui est un outil d'open source qui permet de faire des cartographies de communautés. Et si bien que j'étais en CDI chez SAP, qui est une boîte tech, et je me suis dit, tiens, ça m'intéresserait de faire ça. Et donc, j'ai rejoint j'ai rejoint l'Élysée pour lancer la cellule data et analyse numérique de l'Élysée. Voilà. Question de Mina, qui est une question hyper intéressante. Est-ce que vous constatez que les entreprises sont de plus en plus demandeuses de ce genre d'études? J'ai envie de dire oui, notamment dans certains secteurs, le luxe, le retail, la mode, euh, le secteur public. Voilà. Très bonne question, Mina. Alors, je m'excuse par avance si jamais ça coupe. Je peux pas malheureusement me mettre dans l'open space, sinon ça risque de faire un peu trop de bruit. Mais je pense que ça devrait durer encore un peu le temps de prendre quelques questions. Existe-t-il des formations pour utiliser les principaux outils que vous avez cités? Nous, on en propose une chez nous, mais je sais pas trop si on a le droit de faire notre pub, donc je vais pas trop m'épancher là-dessus. Mais oui, il y a des formations. Alors après, c'est vrai que on regrette, nous, d'un point de vue personnel, enfin moi je regrette que à date ce soit pas très commun. Il n'y ait pas vraiment de formation universitaire ou en école de commerce ou à Sciences Po sur ces points-là. Il y a de plus en plus, hein.
de plus en plus d'interventions. Nous, on donne des cours à l'EDEC, à Sciences Po Lille ou des sujets comme ça sur ces points-là. Mais je pense que ça va venir, honnêtement, c'est dans la logique, c'est dans l'air du temps, donc ça devrait venir.